bénédiction à la grande mosquée de Bamako, cérémonie d'hommage solennel pour les 6 victimes russes de la tragédie du Radisson Blu. Le président de la République salue la mémoire et exprime la reconnaissance du Mali à l'endroit des victimes. Programme de réforme de la gouvernance économique au Mali, la Banque africaine de développement appuie le programme à hauteur de plus de 12 milliards de francs CFA. La convention a été signée ce matin ici à Bamako. Assainissement, les ministres Ousmane Koné et Mohamed Aguerlaf sur le site de la décharge de Noumoudougu. La décharge doit rapidement reprendre service pour gérer l'état d'immondice qui orne Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi, dernier jour de campagne au Burkina Faso. Les Burkinabés éliront leur nouveau président dimanche prochain. Je vous le disais dans les titres, cérémonie d'hommage et de recueillement. C'était ce matin en l'honneur des victimes russes de la tragédie du Radisson Blu. La cérémonie qui était présidée par le président de la République a enregistré la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, de la communauté russe au Mali et de plusieurs autres personnalités. Aloussene Touré a suivi pour nous. Ils sont 6 pilotes russes dont le seul tort est d'être venus travailler en pays ami. Malheureusement, ils sont victimes de la barbarie terroriste. Une barbarie qui a arraché à la Russie 6 pilotes très expérimentés. C'est en ce même hôtel Radisson Blu de Bamako et c'était il y a exactement 7 jours. La communauté russe du Mali, avec en sa tête l'ambassadeur Alexis Douley, pleure encore leur disparition. Ils ont perdu leur vie d'une façon tout à fait innocente et inattendue, des mains de terroristes. Et bien que les auteurs, sans doute, avaient l'intention de semer le trouble, semer la panique, sentiment d'insécurité et de désarroi parmi nous autres, parmi toute la communauté internationale résidant ici et partout dans le monde, ils n'y parviendront pas, j'en suis certain. Et au contraire, cet acte terroriste barbare qui a touché pas seulement notre pays mais d'autres pays aussi doit nous appeler à plus de vigilance, plus de courage, plus de sang-froid et de détermination dans la lutte que nous menons, lutte implacable contre ce mal mondial dont le nom est le terrorisme. Le chef de l'État a tenu à être présent pour marquer cette cérémonie du sceau de l'amitié maliano-russe. Nous avons tenu à nous associer à ce deuil inattendu qui frappe la Russie et le Mali. Ces jeunes hommes étaient venus en mission de paix au Mali, en mission d'appui, en mission de solidarité, en mission d'amitié. Ils ont été fauchés par la barbarie la plus brutale, la plus sauvage, la plus lâche. Excellence, ambassadeur Doulian, c'est, s'il en était besoin, encore une fois, la preuve de la solidarité et de l'inextricabilité des relations entre la Russie et le Mali, entre les peuples russes et maliens. Qu'encore une fois, même dans la douleur, nous soyons aussi unis. Je voudrais que vous receviez, en le nom de la République du Mali, son gouvernement, son peuple tout entier, l'assurance de notre totale sympathie et solidarité avec vous, votre peuple et votre communauté, qui en aucun cas devrait se sentir en insécurité au Mali. Je l'avais dit dans le monde entier aujourd'hui, où que l'on soit, New York, Paris, Londres, Moscou ou ailleurs, nous avons le même ennemi. Nous menons le même combat. Ceux-là qui n'ont pas hésité à revendiquer d'avoir abattu un avion en pleine paix et d'avoir ainsi ôté la vie à de centaines de personnes n'ont pas de visage humain. Nous avons là affaire à des monstres. Et contre la bête, l'humanité a l'habitude de se dresser. Encore une fois, le choix ne nous est pas laissé. Le monstre n'est pas mort. La bête est loin d'être morte. Nous devons la combattre ensemble. Tous unis,
tous unis. Ils ont allumé des cierges et déposé des gerbes de fleurs pour raviver la mémoire de ces jeunes pilotes désormais symboles du renforcement de l'amitié russo-malienne et de la lutte commune contre le terrorisme. Tragédie du Radisson toujours, le collectif des associations religieuses du Mali a organisé une cérémonie de prière et de bénédiction ce vendredi. C'était à la grande mosquée de Bamako. Était présent à cette cérémonie de prière le ministre du culte des affaires religieuses, des membres de différentes associations, des leaders religieux et les représentants des familles fondatrices. Ibrahima Tchokari a suivi pour nous. Elles étaient toutes là. Les associations religieuses regroupées au sein d'un collectif. Le collectif des associations religieuses du Mali est pour cause la lutte contre le terrorisme à travers des bénédictions et des prières. On a organisé cet événement pour prier en faveur de notre cher Mali. Donc les événements qui se produisent aujourd'hui, vraiment nous avons l'habitude de les voir à la télé, mais jamais qui se concrétisent chez nous. Comme un hadith du prophète le dit, aimer son pays, c'est comme un acte d'adoration. Les intervenants ont tous abondé dans le même sens. Ils ont unanimement condamné les actes odieux et barbares que notre pays vient de connaître, actes dignes de notre temps. Un musulman ne peut pas devenir un tueur, tuer les gens, massacrer les gens au nom de l'islam. On sait ça, c'est faux. C'est pas au nom de l'islam. L'islam interdit et condamne fermement cet acte barbarique. Ce que nous espérons pour nous-mêmes, si nous l'espérons pour les autres, il n'y a pas raison de les tuer parce que le suicide est condamné par l'islam. Le suicide en lui-même a plus forte raison que de tuer quelqu'un. Il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, c'est la manifestation de ce qu'on cherche de la part de nos religieux, de nos leaders. Et cela est une volonté ferme et un souhait permanent du président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta. C'est à chaque fois que l'on a voulu coller notre religion à des prismes, à des clichés qui ne sont pas dignes d'une religion, a fortiori de l'islam, et qui est une religion de respect du droit à la différence, de pardon, d'amour. Alors donc que la Oumma islamique du Mali se lève pour dire non à des comportements abjects, d'une barbarie d'un autre siècle, et qui ne font pas l'islam, et qui ne servent pas l'islam. L'arme du croyant, ce sont les prières et les bénédictions. Multiplions alors les prières pour la paix au Mali. Nous continuons de recevoir des messages de condamnation de l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu. Ainsi, l'association des ressortissants et sympathisants des régions nord du Mali, le réseau des défenseurs des droits humains, l'association malienne contre la violence et le banditisme, l'association des amis de la culture Peul Tabital Poulakou, l'Union panafricaine de la jeunesse, la Ligue islamique des chefs traditionnels spirituels du soufisme du Mali, le bureau exécutif de l'Union nationale des femmes musulmanes, la Fédération nationale des chasseurs, l'association des jeunes pour la démocratie et le progrès condamnent tous avec la dernière rigueur cette attaque barbare commise par des ennemis de la paix. Ils félicitent nos forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et prient pour le repos de l'âme des disparus. Au chapitre des messages de condamnation des pays amis et frères, messages adressés au président de la République, on note ceux de la République démocratique du Congo, de la République tunisienne, de la République de Guinée-Bissau, de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, de l'association des maires du Sénégal, de la collectivité Lébou de Dakar, tous condamnent de la manière la plus ferme ce acte barbare et expriment leur soutien et leur solidarité avec le Mali. Année judiciaire 2015-2016, l'audience solennelle de la rentrée des causes de tribunaux s'est déroulée hier et a été présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Thème de l'événement, le rôle de la justice dans la consolidation de la paix. Sori Ibrahima Keïta revient sur cette cérémonie.
Le rôle de la justice dans la consolidation de la paix. Les cours et tribunaux pour leur rentrée 2015-2016 ont emprunté le train de l'actualité brûlante. Attentat du Radisson Blu et accord de paix de Bamako servant de fil conducteur. Les affiches ont simplifié l'équation. Il n'y a pas de paix sans une justice forte et indépendante. Voilà qui donne du grain à moudre aux acteurs du jour. Ces derniers ont visité et revisité la notion sous toutes ses coutures et toutes ses coupes dans un débat de plus de 3h40 minutes. Justice et paix sont étroitement mêlées. Il n'y a pas de paix sans justice. La justice engendre tranquillité, sérénité, calme. La paix se définissant aussi en ces termes, la justice engendre la paix. Dès lors, justice et paix apparaissent comme des termes inverses, mais adéquats et inséparables d'une antinomie. Le thème de la rentrée judiciaire 2015-2016 n'est point surprenant quand on sait qu'à l'instar des précédents thèmes, il s'inscrit dans la logique des sujets de préoccupation nationale. Et son choix n'est point fortuit pour des raisons évidentes liées à la crise sécuritaire que notre pays connaît depuis 2012, crise marquée par une série d'événements graves affectant les fondements mêmes de notre État. La consolidation de la paix s'entend d'une action menée en vue de définir et d'étayer les structures propres à raffermir la paix et éviter une reprise des hostilités. Elle repose sur des approches qui prônent l'utilisation du dialogue, la construction d'une confiance réciproque et la recherche d'un consensus pour parvenir à un règlement ou à une bonne gestion des conflits. Pour espérer poser les bases d'une paix durable, il faut travailler sur la justice, qui demeure la base de toute stabilisation post-conflit. En effet, clé de voûte de l'état de droit, la justice se présente comme le socle fondamental des démocraties modernes et constitutionnelles. Le vendredi 20 novembre 2015, des individus sans foi ni loi se sont introduits dans le dit hôtel pour abattre froidement les paisibles femmes et hommes que le sort avait placés sur leur chemin. Face à un acte aussi barbare et insensé, le premier réflexe du citoyen ordinaire est la vengeance. Mais celle-ci est aussi dangereuse pour la cohésion sociale que l'acte ignoble qu'il a suscité. Monsieur le Président de la République, la justice vous soutient dans votre ferme volonté de combattre les forces obscurantistes, les forces du mal. Si les religions révélées prônent la tolérance et le pardon entre les hommes, aucune d'elles ne fait l'apologie de l'impunité. Les décisions de justice auraient l'impact souhaité si elles étaient effectivement exécutées. C'est à ce niveau que se mesure le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la sécurité. Malheureusement, nous le déplorons une nouvelle fois, une exécution tend à devenir la règle, notamment dans les hypothèses où les décisions de justice sont défavorables à l'État, et le cas des citoyens qui ne savent que faire de leur grosse. Parfaite illustration que les sociétés changent, que la justice peut varier en la forme d'une société à une autre, mais que le besoin de justice reste un besoin constant de toutes les sociétés. Je suis le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de l'audience des séants. Il me viendra à l'idée de personne de mettre en cause votre engagement pour la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire et dans tous les domaines de la vie publique. Mais il reste un secteur où les mauvaises pratiques ont acquis droit de cité et perdurent de façon constante. Il s'agit de la gestion du foncier. Entre les lettres de recasement et les extraits de carnet de famille que délivrent les chefs de quartier, entre les actes de cession sur feuilles volantes des chefs de village et les notifications,
entre les lettres de compensation des maires, entre les lettres d'attribution et les permis d'occuper des maires de grandes villes, jusqu'au titre foncier. Aucune acquisition foncière, aucune propriété immobilière n'est à l'abri de double emploi, de retrait et d'annulation. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en droit de nous poser une question. Sommes-nous dans l'incapacité d'établir un cadastre fiable, à même d'éviter les attributs anarchiques, les doubles attributions, les conflits de compétences entre auteurs d'actes administratifs de cession de tout genre? Je pense que, Monsieur le Président, nous n'en sommes pas incapables. Le droit de propriété est un droit constitutionnel sacré. Et vous en êtes le garant de par vos prérogatives constitutionnelles. Alors, Monsieur le Président, je vais paraphraser Alfred de Musset qui disait: quand tout le peuple parle au chef, c'est Dieu qui lui parle. Il faut qu'il réponde. Aujourd'hui, le comportement déconsidéré de certains de ses serviteurs, notre justice est quelque peu galvaudée, invitée à la table de rancœur mal éteinte, des objectifs carriéristes, des ambitions personnelles, à la table de l'opportunisme. Notre justice est de nos jours caricaturée, vouée aux gémeries de l'opinion publique, décriée, montrée les doigts, personnalisée, moquée et fustigée au point de faire prêter le flanc. Un flanc érodé par des années d'inertie, d'incurie, de petits moyens et de grande lâcheté, des années de complicité politique et de lourd silence empêtré. Ici, elle s'est abstenue par indolence, là par incompétence, là encore par duplicité ou par frilosité. Ici, des protections, là des silences coupables, là encore des pratiques dévoyées ou des oublis inquiétants. Bref, une incurie généralisée. C'est alors que la justice, au lieu d'exercer tranquillement la fonction de juger et de condamner les hommes pour asseoir la paix sociale, se retrouve aujourd'hui réduite à la triste nécessité de se défendre elle-même. Fragilisée et tremblante devant ceux qu'elle devrait faire trembler, elle s'est exposée à la censure qu'elle devrait faire. La censure, écrivait le chancelier d'Aguesseau, ne saurait être dignement confiée qu'à ceux qui ne la sauraient craindre. Enfonçant les portes ouvertes, il ajoutait, je cite, que la plaie la plus sensible qui ait été faite à la magistrature, elle l'a reçue des mains même du magistrat. Oui, et reconnaissons que nous, ces acteurs, nous avions souvent failli, nous avions trop souvent tergiversé, laissant percer cette désagréable impression que Dame Justice n'est plus tout à fait mère de toutes les sérénités. Cela dit, ce triste sinistre judiciaire ne saurait nous être exclusivement imputable. À quelque degré de responsabilité dans ce pays, nous en sommes tous responsables. Je voudrais encore vous rassurer du souci qui est le mien, de faire en sorte que chaque magistrat du Mali, chaque avocat du Mali, tout acteur qui concourt à la justice dans ce pays, se sente parfaitement à l'aise dans son rôle pour les magistrats. Je l'ai dit, je ne cultiverai jamais la démagogie, j'en sais le ridicule. Et j'ai peur de ridicule. Tout homme qui a un temps soit peu souci de culture, s'en détourne au monde de la peste. Elle fait de vous un idiot heureux. C'est que je repose de toutes mes forces. Donc pas de démagogie. Simple conviction que quand je vais quelque part, que je vois le triste état d'un palais de justice, j'ai mal. Je me dis, sommes-nous un État? Sommes-nous dignes du nom d'État? Serions-nous encore des proto-États comme certains analystes l'ont dit? Insulte pour beaucoup d'entre nous. Si nous sommes un État, cela passe par faire en sorte que tous les lieux de pouvoir incarnent l'État, sa solennité, sa puissance, son autorité. Qu'elle soit conventionnelle ou transitionnelle, la justice s'est révélée tout au long de la journée du débat, garante de la consolidation de la paix, elle-même un idéal qui s'établit par la mise en œuvre du droit. Sous cet angle-là, et sous cet angle-là seulement, conviction unanime des participants, nous devrons réussir la paix ou échouer.
Nous allons rester avec le même chapitre, justice, avec ce communiqué de Madame le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui informe l'opinion nationale et internationale de l'élection de Madame Doumbia Mama Koité au Conseil des directeurs du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. Élection qui est intervenue hier jeudi 26 novembre. Madame le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme se réjouit particulièrement de la brillante élection de Madame Doumbia Mama Koité, présidence à la présidence de la coalition malienne, présidence malienne de la Cour pénale internationale au sein du dit Conseil, et l'en félicite. Cette consécration, rappelle Madame le ministre, honore toutes les femmes du Mali. Activité au palais de Koulouba, le président du Parlement africain est à Bamako pour présenter les condoléances de son institution au peuple malien suite à la tragédie du Radisson Blu. Il a été reçu par le président de la République, accompagné du président de l'Assemblée nationale et du chef de file de l'opposition. Il a saisi cette opportunité pour réitérer le soutien du Parlement africain à notre pays. Ces propos ont été recueillis par Ibrahima Traoré. Je suis venu à Bamako à la tête de la délégation du Parlement panafricain, accompagné de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée, pour présenter les condoléances du Parlement panafricain au chef de l'État, au peuple malien, suite à l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Le Parlement panafricain, c'est le Parlement des peuples africains. Il ne pouvait pas être indifférent face aux malheurs qui frappent le Mali. Et je suis venu pour cette raison. Nous avons discuté de tous les aspects. Le problème de la sécurité dans nos pays maintenant, c'est un problème d'ordre général. Il faut trouver une solution globale pour essayer d'en venir au bout de ces gens qui sont sans foi ni loi, qui s'attaquent à tout le monde. Personne n'est à l'abri du terrorisme. Donc ma mission consistait donc à venir exprimer notre solidarité, notre compassion aux familles des disparus de l'attaque de l'hôtel Blu Radisson. Comme solution, nous nous battons pour la paix en Afrique. Le président, on a l'avantage que le président, c'est un ancien parlementaire du Parlement panafricain. Donc tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est d'amener nos pays, d'ailleurs le Mali aujourd'hui, qui se bat pour les problèmes de paix et de démocratie, a été le premier pays à ratifier le protocole qui va donner les pouvoirs législatifs au Parlement. Et ce pouvoir législatif pourra permettre de voter des lois qui vont s'appliquer en matière de défense au niveau de tout le continent. La lutte contre le terrorisme aujourd'hui, ça ne peut plus être la lutte d'un individu ou d'un pays. Il faut une lutte globale pour tous les États du continent. Et on croit que le Parlement panafricain pourra jouer un rôle très important s'il venait à élaborer des lois qui vont s'appliquer dans tous les pays en matière de terrorisme. Donc avec le chef d'État, c'est toujours des bonnes rencontres parce qu'il connaît de quoi est-ce que nous parlons. Nous connaissons quelles ont été ses prises de position au moment où il fut jadis membre du Parlement panafricain. Nous voyons la peine, les efforts qu'il est en train de conjuguer pour que le Mali se retourne vers le développement. Le développement qui pourra effectivement faire diminuer les écarts qui existent entre les uns et les autres. Naturellement, après le palais de Koulouba, le président du Parlement africain s'est rendu à l'hémicycle pour le même exercice. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Je suis venu au Mali à la tête de la délégation des parlementaires maliens, membres du Parlement panafricain, pour venir présenter les condoléances du Parlement panafricain au Parlement malien. Vous savez, les récents événements malheureux qui ont secoué le Mali ces derniers temps font partie de la préoccupation du Parlement panafricain. Le Mali est un allié très important pour le Parlement panafricain et nous avions des relations de famille, d'amitié avec les Maliens et nous sommes venus uniquement pour présenter les condoléances du Parlement panafricain au Parlement malien. L'honorable Roger Kondondag, pour ceux qui ne le savent pas, est camerounais. Restons à l'hémicycle. L'Assemblée nationale a adopté hier soir 2 projets de loi et une résolution. Ces projets de loi concernent notamment le financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel et celui du programme intégré de développement des ressources animales et aquacoles du Mali pour un coût de plus de 915 millions de francs CFA. Compte rendu, Mahamadou Doumbia.
L'adoption d'une résolution relative au développement durable pour le Mali, tel est le contenu du premier document discuté par les députés et qui exhorte une fois de plus notre gouvernement à la réalisation des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. L'Assemblée nationale, en adoptant cette résolution par 107 voix pour, 0 contre 0 abstention, réaffirme sa ferme conviction pour lutter contre la pauvreté et améliorer le bien-être des populations. Le projet de loi 1545 proposé en second lieu est relatif à la ratification de l'accord de prêt en date du 19 juin 2015 entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Il concerne par conséquent le ministère du développement rural. Le second projet de loi qui accompagne ce projet de loi 1545-5L était, lui, relatif au financement du programme intégré de développement des ressources animales et aquacoles du Mali. Il intéresse les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou. D'un coût d'environ 915 millions de francs CFA, ce prêt est remboursable en 25 ans, y compris une période de grâce de 7 ans. Ces deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par 118 voix pour. Le Mali a des avantages comparatifs exceptionnels pour l'élevage. C'est le plus grand pays d'élevage de l'espace UOMOA et de plus en plus nous avons tendance à dire même de la CEDEAO en termes d'effectifs. Et quand on regarde également donc, données socio-économiques, le nombre d'actifs qui vraiment qui tirent l'essentiel de leurs revenus de l'élevage. Cela fait des années qu'on a travaillé sur un programme renforcement des capacités des services vétérinaires. En 2011, nous étions d'ailleurs à la phase de convocation d'un forum d'investisseurs. On dispose d'un document du diagnostic vraiment de l'état des services vétérinaires au Mali. Donc dans tout son fonctionnement. Et vraiment, donc, sur quel maillon pourrons-nous agir, permettre aux services vétérinaires de distribuer des services de qualité vraiment en matière de santé animale. Le renvoi d'une dizaine de projets de loi, la lecture de la liste des groupes d'amitié constitués et des communications portées à l'endroit des députés ont clos cette séance plénière de l'Assemblée nationale. Le gouvernement allemand entend investir plus de 9 milliards de francs CFA, cela pour pérenniser les acquis du programme Mali Nord. Un programme au centre des travaux ouverts ce matin à l'intention des élus nationaux. Il s'agit de partager avec les députés les acquis du programme en matière de développement durable dans la région de Tombouctou. Compte rendu est signé Agali Aguissa. Approche et montage institutionnel du programme Mali Nord, retour des populations, réconciliation, réinsertion socio-économique sont entre autres les thèmes à l'ordre du jour de ces travaux qui durent 2 jours. Les thématiques qui devront permettre aux députés de comprendre l'impact des activités menées par la GIZ, une ONG allemande. La rencontre se veut un cadre de partage d'expériences acquises dans la mise en œuvre du programme Mali Nord dans la région de Tombouctou. Le programme Mali Nord, pour plusieurs dizaines d'années, a eu un énorme progrès. Ils ont assuré la nutrition d'une grande société. Ils ont aussi fait preuve que les différentes communautés au nord peuvent vivre ensemble. Nous avons reçu l'ordre du gouvernement allemand de continuer nos efforts, pas seulement dans le nord, mais dans d'autres parties, régions du pays. Au moment même où le Mali traverse une crise sans précédent au triple plan, sécuritaire, politique et institutionnel, il était important de sonder toutes les meilleures solutions. C'est pourquoi il nous a semblé utile d'échanger sur l'approche et les acquis du programme Mali Nord. Pour continuer ces actions de développement, le gouvernement allemand entend injecter plus de 9 milliards de francs CFA. L'enveloppe de la coopération technique allemande s'élèvera à 14 millions d'euros pendant les prochaines 3 années. Vous pouvez tripler la somme par le support financier qui est géré par la KfW, la banque du gouvernement allemand. Le programme Mali Nord couvre le domaine de l'agriculture et appuie les activités liées au retour des populations déplacées et à la relance économique des régions du Nord.
Pendant 3 jours, Monaco a vécu aux couleurs et au rythme de la paix par le sport à travers le Forum international International Peace and Sport. La première dame, présidente de la commission Académie nationale olympique du Mali, Madame Keïta Aminata Meiga, épouse du président de la République, a participé à ce 8e forum pour apporter sa contribution à la recherche de la paix. Une paix dont on a plus que besoin ici au Mali. Et la cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du prince Albert II de Monaco. Au terme des travaux, les participants ont recommandé plus de synergie d'actions sportives pour toucher toutes les sensibilités et aboutir à une paix mondiale. Le récit de Ndeye Sissoko et Adama Kamara à Monaco. Au-delà de la famille sportive internationale, représentée au plus haut niveau, plus de 500 participants, cette 8e édition a mis l'accent sur le besoin urgent de dialogue et la multiplication des alertes pour faire face aux menaces qui sont de plus en plus multiples. Pour trouver les voies et moyens pour une meilleure synergie d'action, les participants, dont la première dame Keïta Aminata Meiga et le prince Albert II de Monaco, ont accordé une attention toute particulière à la session plénière sur le thème « Une communauté d'action ». Les participants estiment que pour relever les grands défis, chacun a sa part de la solution et que le sport peut apporter une paix globale. Madame la Première Dame est venue ici et a voulu montrer à tout le monde l'engagement du Mali dans un processus de paix, essayer de dire il faut dialoguer, il faut trouver des solutions. Elle est restée, elle a participé, elle a montré son engagement. Je pense qu'après elle va pouvoir soutenir et appuyer l'ensemble des acteurs pour pouvoir aller le plus bas possible dans la communauté et faire en sorte que les associations dans les villages, de partout, dans votre beau pays, puissent faire en sorte de travailler ensemble. Vous savez, sport rime avec paix. On parle généralement d'un corps sain dans un esprit sain aujourd'hui. À partir du sport, à travers le sport aujourd'hui, on peut réconcilier les nations. Vous avez l'exemple typique, c'est l'exemple du Mali. Lors du championnat national, Kidal, qui était une zone sous occupation, Kidal évoluait en première division au Mali. C'est un exemple frappant aujourd'hui de réconciliation par le sport. Vous savez, avec le sport, on peut tout atteindre. Le sport, c'est la véritable clé du succès aujourd'hui pour vaincre les conflits. Pour Joël Bouzou, président fondateur de Peace and Sport, la variété des initiatives engagées dans le domaine du sport et l'engagement des acteurs concernés sont des outils de base pour la paix. Je vous disais mercredi à l'ouverture de ce forum que face à ceux qui veulent tuer ce qui nous rassemble, notre meilleure réponse était précisément de nous rassembler. C'est ce que nous avons fait pendant 3 jours, avec émotion et parfois le cœur lourd, mais aussi avec un esprit de combat positif. Comme dans une famille qui vient de traverser un coup dur, il nous fallait nous ressourcer. Soyons fiers d'avoir fait progresser ensemble, une fois de plus, par nos échanges, par nos témoignages, par notre volonté, l'idée que le sport peut contribuer à une paix durable. La veille, la salle des étoiles du Monte-Carlo a abrité la remise des Awards Peace and Sport qui récompense les champions toujours en activité ou ayant terminé leur carrière sportive, les réalisateurs de documentaires sur le thème paix et sport, ou encore toutes les personnes de bonne volonté qui ont fait du sport leur leitmotiv pour un mieux vivre ensemble, entre autres. Le Mali n'avait pas de nominé cette année, mais à titre de rappel, en 2013, Ntola Sarama de Moktarso avait remporté l'award du meilleur programme adapté de l'année, prix remporté cette année par le Pakistan. Les champions de la paix, riches des contributions du Forum 2015, se sont quittés en promettant de se retrouver en novembre 2016 avec en prime un monde meilleur et plus de paix. Et oui, la paix. La Banque africaine de développement, BAD, je vous le disais dans les titres, a accordé à notre pays la somme de 12 milliards 36 millions de francs CFA. Cette somme servira au financement de la première phase du programme de réforme de la gouvernance économique. La signature de la convention a eu lieu au ministère des Finances. C'était entre le ministre de la Promotion des investissements du secteur privé, Maître Mamadou Gaoussou-Diarra, et la représentante résidente de la BAD. Le compte rendu de Modibo Marico.
Entre le Mali et la Banque africaine de développement, l'embellie dans les partenariats continue de plus belle. Cette énième signature de convention permet ainsi à la BAD de mettre à la disposition de notre pays la somme de 15 millions d'unités de compte, soit environ 12,36 milliards de francs CFA. Une somme qui servira à appuyer la gouvernance économique au Mali. Le programme d'appui aux réformes de la gouvernance économique, qui sera décliné en 2 phases, vise d'une part, comme l'a rappelé Madame la représentante, l'amélioration et l'efficacité de la dépense publique pour favoriser la relance économique et mieux répondre aux soucis de lutter plus efficacement contre la pauvreté, et d'autre part, la création des conditions nécessaires à l'amélioration du climat des affaires afin de promouvoir le développement inclusif du secteur privé malien et à rehausser la compétitivité du pays. Rehausser la compétitivité du pays à travers la création des conditions d'une croissance économique forte tirée par un secteur privé plus dynamique. Le programme pour ce faire entend mettre l'accent sur la décentralisation budgétaire entre autres. Au plan opérationnel, le programme vise à l'amélioration de la décentralisation budgétaire, à l'amélioration de la gestion de la commande publique, au renforcement du rôle et de l'efficacité du contrôle interne, à l'appui de la promotion des investissements et au développement des entreprises privées, et enfin à l'amélioration de l'environnement des affaires globalement. Ce programme augmentera ainsi le nombre des opérations de la BAD au Mali pour les porter à 17. La somme globale pour son financement est de 250 milliards de francs CFA. Réunion d'information sur le partenariat entre la Société financière internationale AFC et Microred Mali. C'était au siège de la Banque mondiale et ce nouveau partenariat sera axé sur le secteur de la microfinance qui va permettre de renforcer la crédibilité de Microred et contribuer à pérenniser ses actions dans notre pays. Bédicone. Cette réunion marque la concrétisation d'un nouveau partenariat entre la Société financière internationale IFC et le Microcred Mali. Une institution dans laquelle l'IFC a investi 4 millions de dollars, soit environ 2,4 milliards de francs CFA pour financer les projets de développement du groupe Microcred au Mali. Nous accompagnons parce qu'ils ont mis en place des systèmes de bonne gouvernance qui nous permettent d'avoir confiance en leur gestion. Donc au Mali, nous espérons avoir les mêmes résultats que nous avons connus dans les autres pays et ainsi montrer aux autres acteurs qu'en mettant en place des systèmes de bonne gouvernance dans ce secteur, on peut trouver des financements. Ce partenariat avec AFC va permettre de consolider et de prolonger notre action avec un capital plus important et un prêt également. Et nous pouvons contribuer au jour d'aujourd'hui jusqu'à 50 millions de CFA au financement des entreprises. Ces premiers investissements de la Société financière internationale dans le secteur de la microfinance au Mali contribuera à l'émergence d'un secteur privé solide. Au dire des responsables en charge du département de la promotion des investissements et du secteur privé. Nous espérons que Microcred, en tant qu'entreprise citoyenne œuvrant dans la responsabilité sociale et environnementale, saura faire de la microfinance autrement, afin de promouvoir et soutenir le développement économique du pays. Nous demeurons convaincus que l'expérience internationale du groupe et l'appui notamment du groupe La Banque mondiale feront de Microcred une réussite au Mali. Microcred Mali opère depuis septembre 2013 et est représenté actuellement par 7 agences dont 5 à Bamako, une à Sikasso et une à Koutiala. Assainissement, les ministres Ousmane Koné et Mohamed Aguerlaf se sont rendus sur le site de la décharge de Noumobougou, appelée aussi décharge finale. Et cette décharge, selon les deux ministres, doit rapidement reprendre service, et cela pour gérer l'état d'immondice qui inonde le quotidien, nos quotidiens ici à Bamako. Mariam Sagara et Mamadou Sidibé ont suivi la visite. À Noumobougou, tout est fin prêt pour recevoir les déchets de Bamako. Les pistes d'accès, les cellules de confinement, les bassins de stockage d'eau et de déchets, les balises, les bâtiments administratifs, le bloc d'entretien des véhicules et autres commodités pour la sécurisation de l'environnement et des populations de la commune de Tienfala. Le ministre de l'Environnement Ousmane Koné, déterminé à débarrasser Bamako et ses banlieues de ces déchets, projette le fonctionnement imminent de la décharge. Nous avons pu constater par nous-mêmes que l'état des travaux aujourd'hui permet de recevoir dès maintenant les ordures.
Le ministre Mohamed Ag Erlaf, initiateur du projet en 1988, à l'époque ministre de l'Environnement, a été invité par l'actuel pour convaincre la population des avantages et intérêts qu'ils peuvent tirer de cette décharge finale. Les populations de Numbu avaient besoin d'explications. La première cellule de la décharge est terminée, mais l'évacuation des ordures tardait à démarrer. Et nous avions appris que la population n'était pas disposée à recevoir ces ordures. Et entre autres problèmes, il y avait aussi des explications techniques qui nous avaient été données faisant état des travaux inachevés. Et nous avons aussi pu échanger avec le chef de village, le conseiller du chef de village, le maire. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une grande incompréhension et il y avait une mauvaise explication de tous les ouvrages qui ont été réalisés ici. C'est un maire confiant du projet qui s'engage à revoir le mental de sa troupe pour le bon fonctionnement de la décharge. En tout cas, le ministre m'a convaincu aujourd'hui et ce que j'ai vu. Ce que j'aimerais de faire une assemblée générale avec la population pour que les uns et les autres ont la même façon de comprendre pour la décharge. Ça c'est une première décharge, mais il est prévu la réalisation des décharges en divers endroits. Et c'est pour ça que nous envisageons même la création d'une société de patrimoine qui va gérer d'abord l'existant et qui va aussi programmer et réaliser d'autres décharges à travers le pays. L'État malien pour les travaux et suivis de cette décharge a mis 6 milliards 500 millions de francs CFA. Ainsi, 51 hectares 80 arts ont été aménagés à 90% pour les déchets du district. Le ministre n'entend pas retarder l'assainissement de Bamako plus longtemps. Du coup, par ces actions, les conditions financières et de vie des populations de Numumbougou seront améliorées. Journée de l'industrialisation de l'Afrique, une journée qui vise à sensibiliser les décideurs politiques et les investisseurs à s'engager davantage dans le processus de développement du tissu industriel. Le Mali, au Mali, donc l'événement sera célébré demain samedi et cette journée aura pour thème des PME pour l'éradication de la pauvreté et la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. L'édition 2015 intervient au moment où notre pays renforce son tissu industriel à travers la réalisation de certaines unités importantes pour le développement socio-économique. On fait le point avec Bourama Traoré. L'industrialisation du Mali semble bien en marche. Le pays se dote de 4 nouvelles unités industrielles dont Mali Câble et Fer du Mali. L'usine 6 à Mouribabougou a coûté 6 milliards de francs CFA, avec à la clé 140 emplois créés. Pour la production des farines, un nouveau moulin du Mali voit le jour à Kita à l'initiative du groupe Alcoma. Coût de l'investissement, 1,2 milliard de francs CFA et 100 emplois créés. Une autre unité pour la fabrication de fer à béton, dénommée Société universelle d'exploitation des matériaux de construction. L'infrastructure qui a coûté 20 milliards de francs CFA va créer 640 emplois. Ce 29 novembre 2015, Plasma aussi ouvrira ses portes à Sotiba. Cette unité est spécialisée dans la fabrication des chaussures. En chiffres, c'est 3 milliards d'investissements et 500 emplois créés. Toutes ces réalisations illustrent la volonté des autorités maliennes de renforcer les tissus industriels du pays. C'est dans ce contexte favorable que le Mali célèbre ce samedi la journée de l'industrialisation de l'Afrique autour du thème des petites et moyennes entreprises pour l'éradication de la pauvreté, la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. Depuis plus de 2 décennies, cette journée est célébrée au Mali. Elle vise surtout à inviter les décideurs politiques et les investisseurs potentiels à s'engager résolument dans le processus de développement industriel. La journée de l'industrialisation de l'Afrique est placée sous le haut patronage du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Une cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État doit recevoir le rapport de l'atelier de validation des études du livre blanc de l'industrie avant de visiter les stands de produits industriels maliens. Une tribune aussi bien indiquée pour rappeler cette évidence, l'industrialisation est un passage obligé pour un développement rapide et durable d'un pays.
Journée de l'industrialisation, donc demain, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali invite les opérateurs économiques à assister massivement à la cérémonie d'ouverture de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique qui aura donc lieu demain samedi 28 novembre au Centre international de conférence de Bamako à partir de 10h et ça sera sous la présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe que la mise en place s'est terminée 9h30. Environ 3 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation de l'usine de farine d'Anaya de Kita. Cette nouvelle usine a une capacité de production de 240 tonnes par jour. Ce nouveau moulin du Mali devra contribuer à lutter contre le chômage dans les communes de Bendougouba et Boudefou. L'infrastructure construite par le groupe Alcoma SA, Coton et ses partenaires a été inaugurée hier et c'était en présence de notre reporter Moussa Fani. Le parc des unités industrielles s'agrandit au Mali. Une nouvelle usine de farine appelée Nouveau Moulin du Mali vient d'ouvrir ses portes à Kita, dans la région de Kaï. 240 tonnes de farine par jour, c'est la capacité de production de cette usine construite par le groupe Alcoma SA. L'impact de l'entreprise se fait déjà sentir dans la localité. Création de 138 emplois, dont 68 directs par un investissement d'environ 3 milliards de francs CFA. L'inauguration traduit la volonté du gouvernement de la République du Mali de faire du Mali un pays industriel. Le moulin coûtait 3 milliards de francs CFA pour un délai de réalisation d'1 an. Il compte aujourd'hui 74 collaborateurs directs. Nous projetons la réalisation d'une unité de fabrication de pâtes alimentaires à Kita, prévue pour 2016. Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie a salué cette initiative du groupe Alcoma SA qui cadre bien avec les objectifs du département. Il a rassuré les promoteurs de l'accompagnement du gouvernement. Nous avons projeté depuis un certain temps qu'il faut que l'industrie atteigne un certain niveau dans le PIB. Et il n'y a que des actions comme ça par lesquelles nous pouvons arriver à exaucer ces vœux. Ça contribue au bien-être des Maliens, au bien-être des populations de Kita et au bien-être des Maliens. C'est vraiment merveilleux. C'est dire que l'accompagnement du ministère ne manquera pas du tout. Nous allons accompagner. La nouvelle usine de production de farine va contribuer à lutter contre le chômage, accroître l'autosuffisance alimentaire et générer des ressources dans les cercles de Kita. C'est l'espoir des autorités locales. La formation organisée par l'École supérieure de journalisme de Lille a pris fin dans notre pays. Ceux qui ont participé à cette formation ont reçu leur diplôme, une première promotion qui porte le nom du ministre Mahaman Babi. L'événement a eu lieu à la Maison de la Presse en présence de plusieurs personnalités. Et notre reporter Isaac Tchenou aussi. Après 4 ans de formation parsemée d'embûches et d'obstacles, ils ont enfin leur parchemin. Ils, ce sont les journalistes qui ont suivi la formation par l'alternance de l'École supérieure de journalisme de Lille, délocalisée au Mali. Sur 14 à l'entrée, 13 sont aptes à répondre aux exigences des différentes rédactions. Cette école, pour ne pas dire cette rédaction, était au cœur des grands événements. C'est des étapes qu'on croyait difficiles à franchir. On pensait que c'était destiné aux aînés, à ceux-là qui ont passé plusieurs années à exercer le métier de journaliste. Mais il se trouve que ce n'est pas sorcier de gérer l'antenne, surtout pendant les grands événements. Nos responsables peuvent en témoigner. La formation est terminée, mais on vous a dit un bon nombre d'entre vous hier et avant-hier que nos critiques allaient s'arrêter, mais pour autant vous deviez garder un minimum d'humilité. Je voudrais vous apporter une dernière réflexion. Je voudrais citer Albert Londres, qui a affirmé « Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de vanter la plume dans la plaie. » Alors je partage la position de cet illustre journaliste, une référence en tout cas pour les journalistes français, mais il n'est pas question justement de transformer les mots en armes. Le journaliste est un acteur social et doit en assumer la responsabilité, aussi bien intellectuelle que morale. De nos jours, la formation est un passage obligé pour la réussite. Voilà pourquoi la coopération française et le Mali se sont donné la main pour réussir cette formation. Je voudrais ensuite remercier mes amis de la coopération française, pour ceux qui ne le savent pas, qui ont une longue et riche tradition de coopération avec le ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, depuis que ce département s'appelait tout simplement ministère de l'information, grâce
à la volonté de nos amis français, grâce au courage et à la détermination de notre ami Sylvie, au nom de l'ensemble de la presse malienne, au nom du ministre que je représente ici, je vous dis encore une fois, merci, bravo. Cette promotion de l'école de l'île à Bamako porte le nom du ministre Maman Babi. Souvent, on peut faire du mal, non pas parce qu'on a envie de faire intentionnellement du tort aux gens, mais on peut faire du tort simplement parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas l'information. Donc maintenant, vous êtes formés, vous avez l'information, donc nous espérons que vous serez des journalistes engagés à construire le pays, à aider à consolider la paix dans notre pays et partout en Afrique et dans le monde. Je suis aussi content que vous m'ayez choisi, mon humble personne pour être parrain de cette cérémonie. Je vous en remercie en fait de votre promotion. Je ne suis pas vraiment sûr que je l'ai mérité, mais si vous l'estimez, tout ce que je peux dire, c'est merci. Le gros lot de ce premier contingent est venu de l'ORTM. De ce lot est également venu les majors de la promotion. Une fierté pour l'ORTM. Le métier de journaliste reste une profession noble. Le pôle des médiateurs pour le règlement de la crise du football malien a officiellement remis cet après-midi son rapport aux protagonistes. C'était au cours d'une brève cérémonie qui s'est déroulée au stade de Wanzem Koulibaly. Le ministre des Sports a profité de l'occasion pour inviter les acteurs de cette crise à plus de responsabilité, nous dit Khalifa Namatraoré. Le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali s'activent pour une issue favorable à la grave crise qui traverse le football malien depuis déjà 11 mois. Le pôle des médiateurs, constitué en octobre à cet effet, est parvenu, après concertation des différents acteurs, à élaborer une stratégie pour la fin des hostilités entre les parties. C'est ce document en 6 points qui a été remis aux protagonistes, mais seul le comité exécutif de la Fédération malienne de football y était représenté. L'existence et la reconnaissance du comité exécutif de la FEMAFOOT dirigé par M. Bababouakar Diarra. Deuxièmement, la levée de toutes les factions qui frappent les personnes physiques et morales, clubs et dirigeants. Troisième point, le retour en Ligue 1 des clubs relégués avec un accompagnement financier de l'État. La gestion du football malien en bon cœur de famille, dans un esprit consensuel en évitant toute acte d'exclusion. La gestion transparente des ressources financières et le respect de l'éthique sportive à tous les niveaux. Et enfin, la reprise des élections de la Ligue de Bamako sous supervision du comité olympique, du gouvernement et de la direction régionale des sports. Le ministre des Sports a appelé les différents acteurs du football malien à mettre le pays au-dessus de tout. Pour Ousseini Amianguino, cette crise a trop duré et il est temps de reprendre le championnat national afin de donner plus de compétition à la sélection nationale, ce qui aiderait à lui assurer une meilleure participation au championnat d'Afrique des Nations au Rwanda en janvier prochain. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que des dispositions soient prises très rapidement pour que ce championnat puisse commencer. La solidarité manifestée par nos différents jeunes doit nous inspirer à resserrer davantage ici les lignes, doit permettre l'union sacrée entre différents responsables ici. Je pense qu'au-delà des litiges interpersonnels, ce qui est important pour nous, c'est l'avenir de ces jeunes. Pour l'intérêt du Mali, pour l'intérêt du football malien, pour les appels répétés du président de la République, nous souhaiterions en tout cas encore un peu plus de responsabilité pour juguler cette crise. Les suggestions et recommandations des deux parties sont attendues dans les jours à venir. Le département des sports et les médiateurs sont optimistes quant à la bonne issue de leurs efforts. La région de Ségou a un nouveau gouverneur et la sécurisation de la région de Ségou intéresse le nouveau gouverneur de la région qui s'est rendu dans les garnisons et dans les services de sécurité. Objectif, leur apporter le soutien des plus hautes autorités de l'État, de demander de persévérer dans l'effort. Ségou, on fait le point avec Dougoufana Traoré.
Les services de sécurité et les forces armées de Ségou bénéficieront de tout le soutien et de l'assistance nécessaire du nouveau gouverneur de Ségou afin qu'il mène à bien leur mission régalienne. 2 jours seulement après sa prise de fonction, le gouverneur Georges Togo s'est rendu au camp Ségou Amadou et dans les services de sécurité de Ségou pour leur apporter son encouragement devant le travail abattu. Ce qui est certain, comme vous le vivez, il y a une certaine accalmie, il y a une certaine tranquillité. J'ai compris au niveau de ces différents services que les responsables à tous les niveaux déploient les efforts, le maximum d'efforts pour assurer cette sécurité, malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Il était demandé aussi de leur demander de persévérer dans l'effort dans ces conditions. Les gardes sont prêts à accomplir toutes les missions pour l'intérêt de la région. Le manque d'eau et d'électricité à la nouvelle direction de la police nationale constitue une préoccupation majeure. De Konabougou dans le cercle de Barawele à Téné dans le cercle de Sang, la protection civile ne dispose que d'un seul centre. Les gendarmes annoncent une situation sécuritaire assez calme. Les responsables militaires annoncent une intensification des patrouilles pour traquer tous les ennemis du Mali. Devant ce tableau, le gouverneur Georges Togo demande l'autosécurisation de chacun de nous en alertant à temps l'administration et les forces de sécurité et de défense devant tout cas suspect. C'est une nécessité absolue. Et je voudrais inviter toute la population de la région à apporter une collaboration saine et franche. A noter que le nouveau gouverneur de Ségou a été présenté aux forces vives de Ségou le mercredi dernier lors d'une cérémonie. Ségou s'est dite prête à accompagner le nouveau gouverneur pour toutes les missions de développement de la région. 1975-2015, il y a 40 ans que CARE International Mali est au chevet des personnes déplacées et vulnérables de notre pays. La célébration de ce 40e anniversaire a réuni au Parc national de Bamako les agents de CARE Mali et plusieurs partenaires de bienfaisance de l'organisation. Compte rendu signé Fademba Keita. C'est à travers des affiches, des projections sur les différents projets et programmes exécutés que les agents de CARE International Mali magnifient aux invités les différentes actions menées durant les 40 ans d'exercice dans notre pays. Plus de 270 milliards de nos francs ont été investis par l'organisation durant ces 4 décennies pour la réalisation des infrastructures communautaires, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. La construction des adductions d'eau, le curage des caniveaux étaient aussi perceptibles dans les stands. Stands installés pour mettre en exergue les activités réalisées dans le cadre des projets éducation pour tous, lutte contre le mariage précoce, Willy Willy, Wash Plus, pour ne citer que cela. En termes de mobilisation de ressources, et c'est la première fois qu'on a atteint le record. On a battu le record en matière de mobilisation de ressources au Mali. Et je pense que ça, c'est une grande fierté. Mais je dirais aussi que le renforcement de la collaboration, du partenariat avec les organisations de la société civile malienne. Aujourd'hui, si nous quittons le Mali, je pense qu'on a pu laisser quelque chose et des organisations de la société civile malienne peuvent continuer une partie du travail qu'on a essayé de faire ces 40 dernières années. Le sketch présenté par le groupe Nyogolon et les témoignages prouvent à suffisance que CARE Mali met un accent particulier sur la devise « Défendre la dignité humaine, lutter contre la pauvreté ». Mon vœu le plus cher, c'est que le Mali retrouve rapidement sa quiétude et que nous puissions accompagner le Mali sur la voie du développement. C'est dans la convivialité et dans une ambiance festive autour du gâteau d'anniversaire que les invités ont accompagné les membres de cette organisation humanitaire engagée pour le bien-être des Maliens. Page noire dans ce journal, Marie-Rose Joséphine a été la première à inaugurer la maternité de Gao et Kidal. Elle nous a donc quittés. Hommage lui a été rendu au nom de la nation par le président de la République. C'était cet après-midi à 89 ans. Il s'agit d'une dame, d'une mère, j'allais dire, qui a consacré toute sa vie à la cause de la mortalité maternelle et infantile. Alpha Mega a suivi pour nous. Pour l'éternité, elle repose ici. Marie-Rose Joséphine, affectueusement Rose Sidibé, laisse ainsi derrière elle des parents, amis et connaissances inconsolables. Il s'agit d'une dame qui a consacré toute sa vie à la cause de la mortalité maternelle et infantile. Auparavant, c'est toute la nation qui lui avait rendu hommage. Tanti Rose,
sages-femmes d'État, au nom de la République du Mali, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali à titre posthume. Dors en paix, à Gao. Sont tes enfants. Ta biographie sera dite. Ta vie a valu d'être vécue. Merci, Tanti. Rose Sidibé a vu le jour un lendemain de Noël, il y a aujourd'hui 89 ans, dans la cité des Balanzans. Détentrice d'un diplôme de l'école des infirmiers du Point G, c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, qu'elle fut affectée à Gourmara-Rousse. 3 ans après, elle est mutée à Tombouctou. C'est elle qui ouvre la première maternité à Gao et ensuite celle de Kidala. Et c'est à Gao qu'elle a eu à faire valoir ses droits à la retraite au lendemain du coup d'État militaire de 1968. Des témoignages émouvants ont suffi comme oraison funèbre. Parmi ces témoins, l'aîné de la famille. J'ai eu l'honneur de téter ces délicieux seins en premier et même de les téter en dernier parce que je l'ai fait 1 heure de temps avant sa mort. Cette dame que vous voyez là, couchée, elle sera toujours debout devant moi. Elle m'a mis au monde quand elle avait 20 ans. Elle était infirmière à Gourmara-Rousse. Monsieur le Président, vous venez de reconnaître les mérites de notre mère. Et les enfants vous en sont reconnaissants. Vous l'avez fait de tout votre cœur parce que vous savez qu'elle mérite cette décoration. Elle aurait dû mériter ça depuis longtemps. Mais c'est aujourd'hui que Dieu a voulu que vous le fassiez. Et ça restera en souvenir et dans nos têtes pour toute la famille. Ainsi va le monde. Tanti Rose pour les uns, Maman Rose pour nous autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 13h. Excellente nuit à tous. Au revoir.